Il y a eu le problème Milik. Est-ce qu'il était au niveau, pas au niveau? Depuis Angers, son triplé, il n'y a plus trop de questions à son sujet. Il est revenu quand même dans une forme, on va dire, acceptable et correcte. Mais quand on fait jouer Milik, ça décale Payet sur un côté. On a pu le voir à Nice. En tout cas, c'est l'option que choisit à chaque fois Sampaoli. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est pas un petit peu un casse-tête pour Sampaoli dans son système de jeu dont tu parlais, de 3-3-3-1, de faire à la fois et cohabiter Payet et cohabiter Milik? En les mettant à leur poste, je pense que ça peut ne pas poser de problème. Quand on met Payet à son poste et Milik à son poste, Payet en 10, Milik devant, qu'il soit accompagné ou pas, ça dépend de l'animation de l'équipe, mais déjà ça peut répondre à pas mal de problèmes. Payet et Milik sur le papier, quand on regarde le 11 de l'OM, c'est les deux meilleurs joueurs, c'est ceux qu'on ressortirait, c'est les plus grands joueurs, c'est Payet et Milik. Donc pourquoi quand Milik est là, ça oblige obligatoirement Payet à jouer sur le côté gauche? Ce 3-3-3-1, il peut permettre de mettre Payet en 10 et Milik devant. Robin avait posé la question à Villas-Boas à une époque en lui disant pourquoi on ne voit pas Dimitri Payet en 10, et il avait expliqué que quand tu perds des ballons en étant numéro 10, tu mets tout de suite ton équipe en grande difficulté et que aujourd'hui Dimitri Payet, dans les efforts défensifs, c'était compliqué pour lui. J'ai l'impression que Sampaoli, il a peut-être aussi cette réflexion de dire Payet en 10 avec Milik devant, et si en plus tu joues avec des ailiers que peuvent être Ender ou Bakambu, etc., ça fait ultra offensif, et sur un déplacement à Nice, ça se trouve compliqué. Évidemment, contre Angers, contre Lorient, comme tu disais Romain, sans manquer de respect à personne, on peut jouer dans le 4-4-2 en losange, pas de problème. Mais sur les gros matchs, j'ai l'impression que c'est un petit peu une casse-tête de faire cohabiter tout le monde. Dans un 4-3-3 comme hier, l'ailier gauche qui était Payet est aussi très important dans le repli défensif. Donc si Payet ne sait pas défendre en numéro 10, il ne saura pas plus le faire en tant qu'ailier gauche. Donc c'est un problème. Donc c'est un problème, et pour moi, il faut tout simplement tenter. Alors que quand il est en faux neuf, il dézone, il revient, quelque part, c'est pas le premier qui défend. Mais il manque Milik. Mais du coup, il manque Milik, ouais. Donc on en est là. Il y a une partie de la saison où il a fait jouer et Payet et Milik, et la parade, c'était de les mettre dans un 4-4-2 en ligne. C'est ce qu'on a vu notamment à l'automne. Rappelez-vous, il y avait Lirola qui jouait ailier gauche, et en fait, ça permettait à l'équipe de s'aligner. C'est notamment la série de matchs où il y avait Lazio, Paris, où on a quasiment, de mémoire, je crois, on n'a pas perdu, et c'est là où on démarre à devenir beaucoup plus solide défensivement, mais bien sûr, on marque moins de buts. Et cette période-là coïncide en fait tactiquement. En fait, ça te permet d'avoir deux lignes de 4 pour défendre, et on était vraiment organisé tel quel, et ça laissait Payet et Milik quasiment les deux attaquants devant, et tu leur demandais forcément moins d'efforts. Cette période-là, on n'a pas forcément su la gérer. Par contre, il y a une période, il ne faut pas oublier quand même que Sampaoli, il n'est pas arrivé cet été, il est arrivé en février dernier, et quand il est arrivé, il a fait un 5-3-2 où il a laissé Milik et Payet devant, avec Milik en pointe et Payet juste derrière. Ça finit avec un Milik qui marque des buts, qui est dans les temps de passage de Didier Drogba, et un Payet qui était redevenu très très bon. Donc c'est possible, il sait le faire. Même dans le schéma actuel, parce qu'aujourd'hui, la vraie problématique, c'est pas faire cohabiter Milik et Payet. La vraie problématique, c'est faire cohabiter Milik et Payet dans ce que demande Sampaoli. C'est ça qui est plus compliqué. Il y a aussi Ender, il y a aussi d'autres joueurs. Oui, je pense que le problème du schéma tactique, c'est qu'il n'y en a pas de schéma tactique. Il n'y a jamais le même schéma. 3-3-3, il y a une idée globale. 4-4-2, 5-3-1, enfin, c'est jamais le même match. Jamais, non, il y a une idée globale de quoi si. Tu joues avec un faux neuf, après tu joues qu'avec un seul avançade, après tu joues avec deux, après tu joues avec 3 derrière, puis après 4. Il n'y a jamais un match où il n'y a jamais une régularité sur 5-6 matchs où tu peux dire que telle équipe elle est stable parce qu'il y a ce joueur à ce poste, cette régularité de jouer toujours pareil. Les schémas ils sont toujours inversés. C'est ça qui est dommage par rapport. C'est pour ça les joueurs ils doivent un peu être perdus et quand tu fais pas jouer, rappelle-toi, Roger il a joué arrière droit, à un moment donné, voilà, hier Saliba qui était Julian Pérez, les 4 arrières centraux avec 2 arrières centraux qui jouent en arrière d'aile, dire tout ça c'est bizarre. Et pour revenir juste après, je m'arrête. Pour revenir à le problème de Payet Milik, je pense que la solution c'est Bakambu. Parce que je pense qu'il faut que Bakambu il soit là et tu peux faire jouer à ce moment-là Payet en 10, Bakambu Under et Milik devant. Je pense que c'est la meilleure solution, mais c'est vrai que ça c'est une solution peut-être pour domicile, pour les matchs à domicile. Oui, parce que si tu fais ça dans le système de Sampaoli où tu as l'ambition de récupérer les ballons très haut, c'est pour ça que tu mets Guendouzi dans cette position très haute. Là, dans ce que tu nous dis, on revient sur un 4-2-3-1 dit plus classique où Guendouzi reprendrait une place de milieu défensif.
Et à ce moment-là, tu n'as pas le même style de jeu que tu as aujourd'hui, où tu as une balle de récupération, la ligne moyenne de récupération est beaucoup plus haute. Et ça veut dire, Julie, que dans ce 4-2-3-1 virtuel qu'on est en train d'esquisser, tu te passes de Gerson, tu te passes de Rongier, même s'il a été décevant hier. Rongier, depuis le début de l'année, il fait quand même de très bons matchs, donc on ne va pas non plus le jeter directement aux oubliettes. Ça te fait quand même te priver d'un certain nombre de joueurs. Après, tu me diras que c'est des choix de riches. Mais quelle serait ta compo à toi pour essayer de faire jouer tout le monde ? Non, mais moi, je suis un peu d'accord quand même. C'est qu'il change beaucoup. Et là, le match contre Angers, c'était un match référence. Et au final, c'est dommage qu'il n'ait pas reconduit au moins Bakambu, qu'il n'ait pas remis la compo quand il a changé à la mi-temps. Je crois qu'il a refait rentrer Bakambu contre Nice. Et au final, on voyait que c'était 100 fois mieux, quoi. Donc après, Camara, il était pas là, il était suspendu, donc il fallait bien faire des changements. Mais au final, il y a des matchs références, reconduit ces joueurs qui ont fait un gros match, qui ont une certaine confiance. Et arrête un peu de... Tu vois, là, les joueurs, ils perdent confiance, ils n'étaient pas à leur poste. Et... Vous voyez la compo en première mi-temps, si on ne discute pas du cas Saliba, qui serait à la place de Balerdi, par exemple, avec un Paul Lirola à droite, c'est une équipe qu'on a vue souvent, quoi, en fait. Romain. En fait, là où je me dis, il y a quand même quelque chose peut-être à creuser, et c'est une alternative, un bricolage qu'avait réussi Rudy Garcia, la fameuse saison où on va en finale d'Europa League. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais beaucoup de matchs dans la saison et dans le 4-2-3-1 de Rudy Garcia, Dimitri Payet était positionné milieu offensif gauche ou des fois milieu offensif axial, et il y avait Morgan Sanson qui jouait à l'autre poste. Donc tu ne pouvais pas savoir dans les compos si c'était Sanson numéro 10 ou Sanson milieu offensif gauche. Et Sanson est tout sauf un milieu offensif gauche. Et en fait, ce que faisait Morgan Sanson, c'est qu'il allait compenser sur le côté ce que faisait pas Payet. Parce qu'en gros, c'était Payet, tu viens dans l'axe, tu fais un peu ta tambouille, et à Sanson de compenser. Et bien, dans le même ordre d'idée, pourquoi tu ne demanderais pas à Gerson d'aller compenser sur le côté gauche et de laisser Payet dans l'axe. Moi, depuis cette compo, je crois que la première fois où on a vraiment vu ça, c'est-à-dire Gerson à côté de Guendouzi et Payet à gauche, c'est à domicile contre Reims, fin décembre. Je me dis, mais pourquoi c'est à Payet d'aller sur le côté gauche et pas à Gerson ? Là, les amis, vous avez la compo de deuxième mi-temps. Je suis désolé, mais moi, quand je la vois comme ça me saute aux yeux. Roger, ça défend. Guendouzi, ça défend. Under, ça défend. Bakambu, est-ce que ça défend ? Ça reste à voir. Payet, ça défend pas, c'est sûr. Et Gerson, c'est pas le plus grand défenseur du monde. Quand on voit le niveau sur certains matchs de Luan Pérez, lui aussi, je le jette pas forcément aux oubliettes parce que des fois, il fait des belles prestations, des fois, il passe complètement à travers. Mais là, sur ce côté-là, quand on a Bakambu, Payet, Gerson, Luan Pérez, qui défend ? Il faut faire rentrer Romain Canuti en lui disant prends un coup. Non, mais sérieusement, quoi. C'est déséquilibré, vous le voyez bien que c'est déséquilibré quand même. Le côté droit est défensif, le côté gauche est ultra offensif, quoi. C'est parce qu'on n'a pas une rigueur et une discipline. On a l'impression que dans la tête de Sampaoli, n'importe quel joueur peut jouer à n'importe quel poste. Ben non, c'est pas ça le football. On peut pas faire jouer Zidane arrière droit. Voilà, on peut pas faire jouer Karambeu numéro 10 à l'époque. Tu vois ce que je veux te dire, c'est le football, il y a des joueurs qui sont faits pour des postes. Maintenant, je sais que la mode, c'est d'intervertir, tu prends lui, c'est comme des Lego, tu l'utilises. C'est peut-être ça qui nous arrive. Et en plus, on n'a pas la qualité. Alors, tu peux le faire avec certains joueurs dans une certaine équipe qui a une certaine qualité. Exemple, Barcelone de Guardiola, quand il y avait... Là, tu pouvais jouer. Tu avais Messi, Xavi, il pouvait un peu s'intervertir, Iniesta et tout le... Derrière, tu avais Ramos, c'était pas Ramos, l'autre, la Puyol, Piquet, c'était des monstres. Tu peux te permettre de faire quelque chose parce que tu as les qualités des joueurs qui sont comme ça. Mais nous, avec les joueurs qu'on a, je pense qu'on devrait quand même les arrières qui jouent derrière, les milieux qui jouent au milieu. En plus, maintenant, on a droit à 5 remplaçants. Et alors, ça fait quoi ? Ça fait quoi si tu fais une mi-temps et que l'autre, il fait l'autre mi-temps ? Tu te donnes à fond, tu joues une mi-temps comme si jouait tout le match. Et l'autre, il joue la mi-temps comme si jouait tout le match. C'est là où l'équipe alignée hier en début de match est problématique. On l'a vu là tout à l'heure, elle a été affichée. Sur 10 joueurs de champ, il y a 4 joueurs qui ne sont pas à leur poste. C'est énorme sur le prorata d'une équipe. 40% de l'équipe ne joue pas à son poste. Saliba, Luan Pérez, Rongier et Payet ne jouent pas à leur poste. Donc ça pose déjà un problème dès le début de match, comme on disait tout à l'heure, de repères, etc. Oui, parce que tu peux inventer un peu. Quelque part, Galtier en face, il a aussi inventé un truc, parce que Thuram, côté gauche,
on l'avait pas vu, Khéphren Thuram côté milieu gauche, qui en fait, et il est revenu dans le match milieu axial selon les positions. Enfin, il a eu un rôle hybride aussi quelque part, et on pourrait dire, mais au final, il en a fait qu'un. Exactement. Le faire sur un joueur ou deux en début de rencontre, ça devrait être le maximum. La 4, c'est énorme. Depuis le début de l'année, Saint-Pauli, depuis le début de la saison, Saint-Pauli fait ça, et ça lui a réussi aussi. Donc c'est compliqué maintenant de lui dire, parce que là vous dites ça, mais on est deuxième du championnat et tous les matchs ils changent. Dans le 3-3-1 du début, quand tu sautes sur une équipe qui a un niveau un peu plus haut et qu'un entraîneur qui a un peu étudié la question, ben non, mais hier en l'occurrence c'est manqué, mais par exemple contre Lyon, etc. Enfin, au final, on fait une énorme première mi-temps, voire une des meilleures, et au final, derrière psychologiquement, il lâche. Je pense que c'était plus un aspect psychologique, donc ça montre bien aussi que les gars, même s'ils sont pas à leur poste, c'est le style de Saint-Pauli, quoi. Donc, et pour l'instant, ça marche, ça a des avantages aussi, bien sûr. Ouais, on pointe les incovénients, mais on est conscient que ça a des avantages. Ça a des avantages, c'est sûr, mais je pense pour le joueur, c'est difficile à gérer, quoi. Pour le joueur qui est sur le terrain, je pense que moi, je joue au foot, mais tu es dans un critère, tu es un joueur d'axe, tu joues dans l'axe, après on te dit jouer un peu à droite, mais bon, tu vas pas être d'un coup arrière droit si tu es milieu de terrain. C'est aussi des prestations individuelles qui ont vraiment été pas mal, parce que moi personnellement, oui, mais hier c'était naufrage collectif, comme tu as dit. Et je me dis, il est quand même, Balerdi, c'est un défenseur, il fait un match, mais je sais pas. C'est pas le seul, parce que tu as les Tatsar et Saliba, ils ont été nuls aussi. Saliba, j'ai envie de te dire, on peut quand même, avec ce qu'il a fait auparavant, j'ai pas envie de lui jeter la pierre. Mais alors Balerdi, franchement, c'est quelque chose que j'entends souvent, Saliba. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui ont comme ça. J'adore Saliba, il y a pas de problème avec ça. On est obligé non, mais parce que chaque fois que je dis, non, mais c'est pas ça, c'est que chaque fois que je dis quelque chose sur les joueurs, c'est toujours, il déteste Sampaoli, il déteste lui, moi je déteste. Donc tu adores tout le monde. Voilà, non, je pose des questions. C'est ni j'adore ni je déteste, c'est je pose des questions. Mais Saliba, j'ai quand même l'impression que chaque fois qu'il passe à travers sur un match, il y a des buts derrière, quoi. C'est-à-dire que je l'ai déjà dit lors d'une émission précédente, c'est encore le cas là. C'est-à-dire que le mec qui fait une erreur, derrière c'est tout de suite but à tous les coups. Oui, mais en l'occurrence hier, pour le coup, il est vraiment pas à son poste, et c'est vrai qu'il fait un match dégueulasse. Il passe à côté, voilà. Nul. Mais moi, ce qui me gêne plus, c'est un peu plus Balerdi qui joue pas souvent. Et moi, personnellement, Alvaro, je suis désolé, les 2 derniers matchs qu'il a joué, il a été bon. Donc, je sais même pas si on a pris de but. Et là, derrière, après, Balerdi revient, il fait pas des bons matchs. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas le choix de Balerdi, en fait, tout simplement, quoi. Bon, les amis, je vous propose de tourner définitivement cette page et cette élimination face à Nice. On a eu suffisamment mal à la tête. On va se projeter vers Metz, qui est la prochaine rencontre de l'Olympique de Marseille.